Nous retrouvons donc avec Anne-Marie Schott. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes professeur de santé publique à l'université de Lyon, c'est bien ça? Lyon 1. Lyon 1. Vous avez eu l'occasion dans ce colloque d'aborder, on va dire, le concept de recherche dans sa globalité en santé publique et promotion de la santé. Alors je vais vous inviter dans un premier temps à nous expliquer de quoi s'agit-il la recherche en santé publique, en promotion de la santé. Quelle convergence, quelle divergence entre ces deux champs de recherche? Vaste question. Donc moi je suis issue du champ de la recherche clinique, qui est une recherche qui est plutôt quantitative, basée sur l'épidémiologie, la recherche clinique, les biostatistiques. Donc depuis une dizaine d'années, donc je me suis plus dirigée vers la recherche en santé publique, qui est pour moi comment est-ce que on fait pour s'assurer que les données, les connaissances générées par les scientifiques, quels qu'ils soient, arrivent vraiment à leur but, c'est-à-dire l'individu de la santé, de la population générale ou le patient. Et donc, pour moi, la recherche en santé publique, c'est arriver à utiliser des méthodes de recherche qui commencent déjà simplement par savoir lire la littérature scientifique, un minimum, savoir analyser des données et savoir formuler une hypothèse de recherche. Et c'est simplement de mettre ou d'implémenter cette méthode de pensée dans les actions de santé publique. Car aujourd'hui, il y a des centaines, des milliers d'actions de santé publique qui sont faites tous les jours et dont on ne connaît pas l'impact et donc on ne connaît pas éventuellement les effets bénéfiques, voire délétères plus rarement, mais en tout cas c'est une dépense d'argent public et l'enveloppe étant en contrainte, il faut qu'on soit sûr qu'on met l'argent là où il est efficace pour améliorer le bien-être de la population. Donc on se trouve contraint là aussi à implémenter des méthodologies de la recherche et qui vont permettre seules de pouvoir quantifier le bénéfice apporté. Alors c'est beaucoup plus compliqué en santé publique qu'en recherche clinique parce qu'il s'agit de systèmes complexes où une petite action peut avoir des répercussions totalement inattendues par des bras de levier auxquels on n'avait pas pensé. Et c'est là-dessus qu'on réfléchit aujourd'hui, comment mettre à la fois les chercheurs de différentes disciplines ensemble, les acteurs de terrain, pour construire des interventions qui soient les plus adaptées possibles à ces méthodes complexes. Et de construire également et de co-construire des outils qui permettraient de mesurer l'impact de ces interventions. La mesure de l'impact de ces interventions étant multiple et du coup très complexe aussi. Alors, études d'impact en santé, travail pluridisciplinaire. Justement, ma seconde question, ça serait effectivement, on parle aussi de littératie en santé, comment peut-on imaginer co-construire une recherche partagée entre ces trois niveaux, institutions, chercheurs, acteurs associatifs de terrain, et rendre surtout lisible et compréhensible cet enjeu de recherche? Ça encore, c'est une question difficile. Je pense que l'action qui est menée aujourd'hui avec ce genre de colloque dans lequel il y a des échanges pluridisciplinaires est déjà une bonne stratégie. Moi, je viens de la clinique et je suis assez pragmatique. Donc, je pense qu'on pourrait brasser encore des concepts pendant des années, ça on sait très bien faire ça. Je pense qu'il faut commencer. Il faut commencer par identifier 1, 2, 3, 4, 5 problèmes de santé publique autour desquels on réunisse à la fois des chercheurs de toutes les disciplines, mais vraiment en voyant très large, des acteurs de terrain, mais également des individus de la population, des patients, des associations de patients, et peut-être même aller jusqu'à l'interdisciplinarité, jusqu'au monde de l'entrepreneuriat, parce que aujourd'hui, avec l'arrivée d'Internet, on se trouve un petit peu décalé. D'un côté, on a une réglementation très lourde, par exemple, l'exemple de l'éducation thérapeutique, où on se forme pour pouvoir, on se forme à l'écoute des personnes, à l'écoute des patients, pour mieux les comprendre et mieux leur proposer finalement des recommandations qui leur conviennent et qui soient à la fois bonnes pour leur santé, mais qui soient acceptables par ces personnes, étant donné leur vie, leur parcours, leurs valeurs. Et ça, c'est très contraint par la réglementation, puisque maintenant, on n'a plus le droit de faire de l'éducation thérapeutique si on n'est pas dans les normes. Et puis, à côté de ça, on a Google, ou des applications santé qui sont au nombre, je crois, de 20 000 à peu près aujourd'hui, qui sont totalement
non contrôlées, donc il y a des très bonnes initiatives là-dedans, mais ces applications vont réaliser également quelque part de l'éducation thérapeutique. Donc qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Je pense qu'il est vraiment temps d'ouvrir vraiment ce champ-là et de vraiment rompre les barrières et d'avoir comme seule limite à l'imagination, pas de limite d'ailleurs. Écoutez, déjà merci de rappeler cet enjeu majeur qu'est la littératie numérique en santé aujourd'hui, quand on sait effectivement qu'une grande majorité de patients et essentiellement de patientes commencent par questionner l'ensemble des sujets de santé publique ou de santé sur Internet avant même de consulter un professionnel de santé. Effectivement, cette interaction semble un bon sujet de recherche, y compris interventionnelle, en matière d'éducation et de promotion de la santé. Alors justement, en parlant de défis de la recherche en éducation et promotion de la santé, alors vous citez cet enjeu de la littératie numérique qui en est un. Quels sont selon vous les principaux défis pragmatiques, dont vous parliez tout à l'heure, à court terme, que les secteurs de la santé et de la recherche doivent mettre en place? C'est tout ce qui peut concourir à lever les barrières. On est pétri dans des silos, et des silos à tous les niveaux. À l'hôpital, les barrières entre les médecins et les soignants, les infirmières, les kinésithérapeutes, les paramédicaux, les barrières entre les spécialistes, les généralistes, les barrières entre la ville et l'hôpital, chacun étant dans son secteur, et puis bien sûr les barrières, on en a parlé, entre les chercheurs en sciences sociales et les chercheurs en sciences les plus dures. Je pense que là, et ce qui arrive avec Internet doit nous bousculer vraiment pour nous montrer que c'est d'un autre âge, qu'on n'y a plus. Si c'est important qu'on ait chacun, qu'on se retrouve autour de nos concepts, il est temps maintenant de voir ce qu'on a en commun et de se remettre derrière notre méta-objectif qui est le bien-être de la population et des patients, puisque les patients, les personnes qui sont malades ne sont rien d'autre que des personnes de la population, et donc il n'y a plus le champ de la maladie, le champ de la santé. On l'a vu aujourd'hui, la santé maintenant a pris une dimension qui va jusqu'au bien-être de toute la population. Donc le challenge numéro 1, et on n'y arrivera pas autrement, c'est de vraiment travailler ensemble. Est-ce que vous en avez un ou deux de plus? Un ou deux de plus. Parlons des inégalités, qui est au cœur des débats et même des programmes en matière d'études d'impact en santé. Oui. La question de ces, comme certains les qualifient, de ces invisibles. De ces publics fragilisés, qui sont, vous parliez des représentations, des représentants, on les appelle les citoyens représentants, mais ces invisibles, ceux qu'on a du mal à rencontrer, à voir, à captiver ou à mobiliser, pourrions-nous dire. Je ne sais pas si ce que je vais dire est dans l'air du temps, mais il me semble qu'il faut faire attention de ne pas prendre les problèmes à l'envers. Je ferai le parallèle avec le chômage, où pour réduire le chômage, on essaye de mettre en place des tas de mesures, mais qui arrivent complètement au bout de la route, alors qu'en fait, il y a des tas de mesures qu'il faudrait prendre au départ, et notamment favoriser l'entrepreneuriat et créer des emplois en favorisant à l'émergence d'entreprises, de petites et moyennes entreprises, et en supportant ces actions. Et là, c'est un peu pareil. C'est que on a l'impression d'être en bout de chaîne. Et bien sûr que les actions sont importantes, mais c'est là qu'on se retrouve devant une grande difficulté qui est, on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, mais qui est les barrières entre le politique et la santé publique. Et là, il faut qu'on améliore notre capacité de négociation, d'explication, de lobbying, pour que le politique comprenne que les inégalités sont la conséquence de tout un tas d'étapes sur lesquelles il faudrait travailler bien en amont, et depuis l'école. Et c'est pour ça que je suis très contente que dans l'équipe de recherche que nous sommes en train de créer, et que j'ai l'honneur de porter, nous avons des chercheurs en sciences de l'éducation qui sont venus nous rejoindre, et ce qui va pouvoir faire la boucle depuis l'éducation thérapeutique des patients, qui arrive un petit peu enfin, mais jusqu'à effectivement la health-littératie et la culture à la santé au sens large depuis l'école. Vous m'avez tendu une perche parce que ça me semble être un sujet incontournable.
un sujet paradoxal au sens de l'inscription dans la complexité. D'un côté, on reconnaît bien volontairement dans beaucoup de pays dans le monde l'intérêt de la micro-action et de la capacité d'action des populations génératrices de santé. De l'autre côté, on a des organisations institutionnelles, y compris de recherche, qui tendent à cette quête de qualité des actions. Comment répondre à ce double paradoxe, ou à ce paradoxe tout court, entre une quête et recherche de qualité institutionnalisée, professionnalisante, et de l'autre côté, parler des entreprises ou de l'initiative, encourager de la micro-action, y compris la financer, puisque des prix Nobel, entre autres de la paix, ont été récompensés en ce sens. La micro-action doit être accompagnée, financée, pour être dans l'innovation et peut-être l'innovation en santé. Je m'interroge vraiment dans cette double lecture aujourd'hui en France. Alors, en vous entendant, j'ai envie de faire le parallèle avec ce qu'on vit à l'université. On a un doyen très progressiste et qui essaye de rattraper le retard qu'on a en France dans les modalités pédagogiques. Et en fait, depuis 2 ans, c'est créé l'initiative pédagogique étudiante. Et les étudiants sont en train de pratiquement nous montrer comment il faut faire l'enseignement. J'exagère à peine, j'exagère un peu quand même. Mais alors là, vraiment, c'est de la co-construction. Mais ça nous a demandé à nous une ouverture d'esprit, de nous remettre en question et quand même une modestie qu'on n'a pas toujours l'habitude d'avoir en tant que professeur, de nous remettre en question et de les écouter. Et là, c'est pareil. Sauf que je ne connais pas la recette pour que les politiques aient plus confiance dans les acteurs de terrain et dans les patients et les personnes pour prendre en charge leur santé. Et c'est vrai que moi je pense qu'il est vraiment temps de repenser notre système. On parle beaucoup d'empowerment des patients, de patients acteurs. Nous, à la faculté, on fait venir des patients pour que nos jeunes médecins entendent ce qu'ils ont à dire et qu'ils comprennent là aussi que c'est de la co-construction et qu'un traitement qu'on va prescrire, c'est une co-construction entre une personne. Le médecin connaît mieux la maladie, mais la personne se connaît mieux. Et là, c'est pareil, il faudrait que les pouvoirs publics fassent plus confiance aux acteurs de terrain, que chacun respecte les règles de l'autre. Mais là aussi, il faudrait faire de la co-construction. Et ça, c'est un vrai enjeu. Conclure sur ce véritable enjeu de la co-construction. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci.